Alors sur l'attitude adoptée vis-à-vis du Front National, les voix du Front National, les commentaires de nos deux invités, messieurs, on fait court puisque vous intervenez à deux reprises dans cette édition. On commence par monsieur Séguin puisque c'était vous qui étiez concerné avec le camp de monsieur Chirac. On a le sentiment que monsieur Chirac s'adresse directement aux électeurs du Front National et à eux seuls, en leur disant à peu près, je résume, je vous ai compris. Et croyez-vous que monsieur Le Pen va se laisser ainsi contourner ? D'abord un mot pour remercier Jean-Pierre Chevènement de bien vouloir accepter de participer avec moi à des jeux de cirque, puisque c'est ainsi que M. Mitterrand appelle des rencontres, des débats entre hommes publics. Alors pour répondre très précisément à votre question, je dirais ceci: il ne faut pas renoncer à l'idéal qui nous anime, mais cependant regarder autour de soi, ouvrir les bras, tendre la main, comprendre ce que veulent les autres, faire un pas supplémentaire, et le 8 mai, nous gagnerons. Monsieur Chevènement, vous êtes député maire de Belfort. Or, dans votre ville, le Front National obtient presque 18% des voix, 17,75. Il n'y a donc pas que la droite qui est concernée par ce phénomène. Vous aussi, à gauche, vous avez besoin des voix de monsieur Le Pen pour gagner. Il y a eu beaucoup de suppressions d'emplois dans la région de Belfort-Montbéliard. Chez Peugeot, Alstom, Bull. Et naturellement, il y a des problèmes qui se posent. J'ajoute que les voix qui se sont portées sur le Front National viennent souvent de la droite. Et M. Chirac paye le prix de la banalisation du racisme et de la banalisation du Front National. Je rappelle qu'en Franche-Comté, il y a 10 jours, tous les membres de la majorité ont voté pour un vice-président délégué du Front National. De même que le Front National a voté pour un président qui n'est personne d'autre d'ailleurs que le suppléant d'un ministre RPR, un collègue de M. Séguin, M. Bergelin. Donc il y a cette banalisation qui est grave. Et je pense que les électeurs sont assez grands pour savoir où sont leurs intérêts. Et ils savent, en particulier dans ma région, que leurs intérêts ne coïncident pas avec ceux de M. Chirac, dont le premier geste a été par exemple de supprimer l'impôt sur les grandes fortunes. La question de Patricia a été que ferez-vous des voix du Front National si elles se portent sur votre candidat? Vous n'allez pas les rejeter. Mais vous savez, l'équilibre droite-gauche dans ma région et dans ma ville n'a pas été modifié par cette élection. Hein, c'est surtout sur M. Chirac que Jean-Marie Le Pen a pris ses voix, comme d'ailleurs au niveau national. Est-ce que vous estimez tous les deux qu'il y a une responsabilité politique à droite comme à gauche du score actuel du Front National? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond, disons sociologique? Il y a une responsabilité politique. Ceux qui ont passé des alliances avec le Front National dans 6 conseils régionaux, dans plusieurs municipalités, qui par exemple ont voulu mettre en œuvre le Code de la nationalité, la réforme du Code de la nationalité, dont on s'est aperçu les meilleurs esprits, même quelquefois des hommes de droite comme M. Chonu, que ça ne tenait pas debout, ils sont revenus en arrière. Alors il me semble que quand on flatte cette fibre raciste, eh bien à la fin on récolte ce qu'on a semé. Bon, j'espère que je pourrai sur en la passer responsabilité, sur la responsabilité, c'est chacun son tour, M. Séguin. Alors sur la responsabilité, oui, j'allais vous le dire, monsieur sur la Lénergie, responsabilité de la montée du Front National. Bien, écoutez, ce que j'observe avec beaucoup d'intérêt à la réponse de M. Chevènement, c'est que finalement les voix de M. Le Pen sont visiblement impures lorsqu'elles risquent de se porter sur M. Chirac, mais que par une savante alchimie dont je n'arrive pas à trouver le secret, elles se purifient dès lors qu'elles vont chez M. Mitterrand. Tant mieux pour lui d'ailleurs qu'il y ait cette purification, parce que, comme vous l'indiquiez à l'instant, des voix de M. Le Pen, M. Mitterrand, pour être élu, en aurait besoin, et je ne vois pas pourquoi on concentre, on polarise le débat quant au destin de ces voix sur le seul candidat Chirac. Il n'y a pas de voix impure, mais il y a des idées impures. Je ne vous le fais pas dire. Mais il y a des Je ne vous idées le fais pas impures dire. avec lesquelles vous avez flirté. C'est la raison pour laquelle, Monsieur Chevènement, votre candidat, mais peut-être n'était-ce pas avec votre appui,
a souhaité, grâce à la représentation proportionnelle, donner ce coup de pouce positif, décisif à M. Le Pen, qui nous vaut les chiffres aujourd'hui. Pas besoin de cela pour exister. Il a Monsieur existé dès Chevènement, je vous le 83 à dis, Dreux. la seule façon de s'opposer, dès lors que vous considérez que c'est dangereux, à la montée du phénomène Le Pen, c'est le vote pour M. Chirac. Avec M. Mitterrand élu, je vous le dis, et vous vous en souviendrez, ce sera dans 6 mois, dans 1 an, M. Le Pen entre 20 et 25%. Alors je ne fais pas confiance à M. Chirac qui comprend le racisme pour combattre Jean-Marie Le Pen. S'il était gaulliste, il se souviendrait de ce mot de Malraux. Commencer à comprendre, c'est se refuser à juger. Monsieur Chevènement, vous vous souvenez de la phrase que j'ai prononcée tout à l'heure? Il faut regarder autour de soi, ouvrir les bras, tendre la main, comprendre. Je reprends le verbe. Comprendre ce les problèmes. Que veulent les autres. Pas comprendre le racisme. Comprendre les problèmes. C'est une phrase de Monsieur Mitterrand. Hier à Pointe-à-Pitre, comme le démontre la dépêche que j'ai ici. Messieurs, vous restez en notre compagnie. Il faut comprendre que nous devons continuer ce journal et dérouler l'actualité. Oui, alors, M. Séguin cite François Mitterrand, c'est très bien, je félicite. Monsieur Chevènement, c'est moins souvent. Et voilà, on s'arrête. Le candidat écologiste Antoine Wechter ne donne pas de consigne de vote, lui, pour le second tour, mais soumet 5 propositions aux 2 candidats qui restent face à face. Alors il dit que ce sont 5 priorités sur lesquelles il attend des réponses. Et son score, je vous le rappelle, n'est pas négligeable, un peu moins de 4% des suffrages. Reportage Pascal Deschamps. En demandant beaucoup, on est sûr d'obtenir un peu. C'est sans doute la raison pour laquelle ce matin, Antoine Wechter s'est montré exigeant, jugé plus tôt. Il réclame l'instauration du référendum d'initiative populaire, l'abandon définitif du surgénérateur de Crémalville et l'arrêt de la construction de toute nouvelle centrale nucléaire. La mise en place d'un véritable ministère de l'Environnement, l'arrêt des essais nucléaires de Mururoa et des ventes d'armes aux pays en guerre, et enfin la mise en place d'un revenu social garanti. Désormais, la balle est dans le camp des 2 candidats. Bien, ce que j'attends des 2 candidats, c'est qu'en réalité, ils se déterminent par rapport, librement par rapport finalement à ces points, mais qu'ils se déterminent directement face à l'électorat. Car encore une fois, je ne donnerai aucune consigne de vote. Ce sont finalement mes électrices et mes électeurs de choisir la meilleure attitude possible au second tour. Et une attitude qui comporte une vaste gamme de possibilités. Nous allons maintenant tout de suite à la bourse. Hier, vous vous souvenez, elle avait accusé le coup du premier tour. Et puis là, apparemment, Jean Lebert, ça remonte. Alors les boursiers, ça va, ça vient, expliquez-nous cela. Oui, William, aujourd'hui on fait de la bourse au Palais et pas de politique. Et c'est de la hausse. Après la déception d'hier, les boursiers font preuve de réalisme aujourd'hui. Ils réalisent qu'il ne peut y avoir de grands changements dans la politique économique de la France, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle. 1992 est proche et la politique économique de la France ne peut pas être très éloignée de la politique communautaire. Résultat, l'indicateur de tendance monte de 1,62%. Et les boursiers s'intéressent à nouveau aux très bons résultats des sociétés françaises comme Peugeot, Michelin ou encore Sommer Alibert, dont les résultats progressent de plus de 50%. Sur notre tableau des plus fortes variations à la hausse, Fiveline gagne plus de 10%, Navigation Mixte au plus haut de l'année gagne 8,8%. SAT à 804 francs gagne 8,8%, dont SAT dont Matra vient de prendre le contrôle de 15% du capital et Matra au plus haut de l'année à 160 francs qui gagne 5,2%. Avec Matra, j'enchaîne sur les privatisés, elle aussi bien orientée. Paribas gagne 9 francs, Saint-Gobain 5 francs, CGE 2 francs, Suez gagne 8 francs, le CCF est inchangé. Sur le marché des devises, le dollar a légèrement reculé à 5 francs 68, de même que la livre sterling à 10 francs 67. Le Deutsche Mark est stable à 3 francs 39,60, le franc français est ferme ce matin et l'écu est à 7 francs 05. Sur le marché de l'or, on a reculé à Paris, moins 550 francs par kilo à 81 700 et 2 francs de baisse à 510 francs sur le Napoléon. Voilà William, on a regagné aujourd'hui ce que l'on avait perdu hier. Il faut dire que les boursiers se sont consacrés un peu plus à leur travail et ont discuté un peu moins politique. Merci Jean. Ben, nous discuterons politique dans un instant. Ce journal n'est pas terminé puisque nous allons parler du chômage. Alors précisément, les chiffres du chômage ont été publiés hier. Ils font apparaître une amélioration sensible avec la baisse de 1,8% du nombre des demandeurs d'emploi le mois dernier, ce qui fait sur un an une baisse de 4,7%, chiffre contesté immédiatement par Michel Delbar, ancien ministre socialiste du Travail. En effet, il estime, lui, que cette baisse n'est pas crédible. Nous allons en reparler, bien sûr, avec nos invités, mais tout d'abord, les chiffres, avec Ève Mété.
Il y avait donc 46 800 personnes de moins inscrites sur les listes de la NPE à la fin du mois de mars qu'à la fin du mois de février. Première explication, le boom des stages en tout genre, TUC, SIVP, formation en alternance. 80 000 demandeurs d'emploi sont entrés en stage au mois de mars, presque 2 fois plus qu'il y a un an. Deuxième explication, les radiations des listes par les services de la NPE ont été bon train. Près de 70 000 personnes, soit 11 000 de plus que le mois précédent, ont été rayées des statistiques pour cause de refus d'emploi ou de formation ou d'une non-réponse à une convocation. Troisième explication, une reprise réelle de l'activité économique au mois de mars que confirment les enquêtes de l'INSEE et les recettes en hausse de la sécurité sociale. Enfin, une panne d'ordinateur a décalé 10 000 radiations de février sur mars. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 130 000 depuis un an, mais il est en hausse de 70 000 par rapport à mars 1986. Alors nous retrouvons nos deux invités, messieurs Séguin et Chevènement, pour un commentaire sur les chiffres du chômage. Et puis vous nous direz, messieurs, pour terminer, les 3 raisons pour lesquelles il faut voter au second tour pour votre candidat. Alors commençons par le chômage. Gilles? Oui, en dehors des chiffres et de la contestation de ces chiffres, est-ce que vraiment il y a 2 politiques différentes qui puissent être nommées, qui puissent être élaborées après le 8 mai entre la gauche et la droite? Quelles peuvent être les différences pour les électeurs? Je ne pense pas, il n'y a qu'une politique possible. Je crois que M. Chevènement est bien placé pour avoir apprécié en qualité de ministre de l'Industrie, en qualité de ministre de l'Éducation nationale, 2 choses. La première, c'est que compte tenu de l'évolution technologique qui affecte l'industrie à titre principal, accessoirement les services, le nombre de postes n'exigeant aucune qualification se réduit comme peau de chagrin. Deuxièmement, nous avons un énorme effort de formation à faire et je dirais volontiers que la crise que nous ressentons souvent comme une crise quantitative est peut-être aussi et peut-être surtout une crise qualitative. Le corps social a quelques difficultés à répondre par la formation, notamment, à la rapidité de l'évolution technologique et à ses conséquences. Oui, messieurs, ne pensez-vous pas? Oui, d'abord la réponse de monsieur Chevènement. Oui, moi je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une politique possible. Dans le domaine de l'éducation nationale ou en matière de politique industrielle, il y a 2 politiques différentes. Cela dit, le problème est un problème très difficile. Nous avons parlé tout à l'heure du score de Le Pen. Mais 2,5 millions de chômeurs, qui pensaient que la France pourrait le supporter? Et est-ce que, d'une certaine manière, ce n'est pas là l'humus sur lequel prospère le virus du Front National? Donc il faut s'interroger aussi sur le fait de savoir si on peut considérer toujours le chômage comme un résidu, comme un solde d'une politique destinée par exemple à lutter contre l'inflation. Et ça pose le problème, à mon avis, d'une initiative européenne de croissance. On ne peut pas accepter que l'Europe soit une zone de déflation par rapport aux États-Unis ou au Japon, qui ont contenu le chômage grâce à la croissance. Et c'est donc l'Europe sur laquelle il faut peser pour qu'elle soit une zone de croissance. Messieurs, dimanche dernier, 30% des électeurs ont choisi M. Le Pen et ce qu'on appelle les petits partis. Alors, n'est-ce pas un avertissement pour vous, les grandes formations politiques, notamment sur ce problème du chômage, un constat que vous ne convainquez pas, que vos solutions ne convainquent pas au moins 30% du corps électoral? Il est bien possible que le discours passe mal, c'est même difficilement contestable. Encore que M. Chevènement, en tant que voisin comme moi de l'Alsace, pourrait dire qu'on a assisté dans cette région, et en Moselle accessoirement, mais surtout en Alsace, à une poussée du Front National que ni un sentiment particulier d'insécurité, ni une situation particulièrement grave du chômage, parce que je pense que vous souhaiteriez, tout comme moi, avoir les taux de chômage de l'Alsace, ne peut expliquer. Donc il est probablement d'autres raisons, sans pour autant contester celles qu'évoquait M. Chevènement. Oui, je dirais, je suis d'accord avec Philippe Séguin. Il y a un rejet de l'autre, qui est, à mon avis, quelque chose d'effrayant. Je crois que le mal, ça existe d'une certaine manière. Bien. Messieurs, voilà, il nous reste à peu près un peu plus de 2 minutes pour terminer ce débat. Je vous demande de nous donner les 3 raisons maximum pour lesquelles il faut voter pour votre candidat respectif et les 3 mauvaises raisons de voter pour le candidat adverse. Alors, M. Séguin avait commencé tout à l'heure. Vous permettez que M. Chevènement commence maintenant? Allez-y. Ma réponse est simple. Pour faire face aux défis de la guerre économique mondiale, aux défis que la France a devant elle, aux défis de la démocratie qui ne marche pas si bien,
il faut être capable de rassembler. Et François Mitterrand est capable de rassembler, c'est ma première raison. Deuxièmement, pour rassembler, il faut la justice sociale. Je pense que la gauche est porteuse d'un dessein de justice sociale. Puis troisièmement, je dirais, c'est par patriotisme. Je pense que la France sera mieux représentée par François Mitterrand, qui est non seulement un humaniste et un homme de caractère, mais qui donne de la France l'image dans laquelle moi je me reconnais, l'image de la République, de la France des droits de l'homme et du citoyen. Et inversement, je ne sens pas cela chez M. Chirac. Je pense que M. Chirac a été fait prisonnier par M. Le Pen au premier tour et que s'il était élu, ce serait une mauvaise chose pour l'image de la France dans le monde et une mauvaise chose pour les Français. Monsieur Séguin. Très rapidement aussi, je suis au moins d'accord avec Jean-Pierre Chevènement et ce qu'il n'a peut-être pas dit aussi explicitement de ce que je vais dire, à savoir que dans cette élection et depuis des mois et des années, on parle beaucoup de l'Europe, on parle beaucoup de la décentralisation, des nouvelles collectivités, etc. On n'a peut-être pas parlé assez de la France et il faut en parler davantage. Alors pour ce qui me concerne, je choisis Jacques Chirac parce que je pense qu'il est le plus susceptible de rassembler, parce que c'est un homme dont je pense qu'il réussira, il en a apporté la preuve 2 années durant, et parce que je crois qu'il incarne l'avenir et que ça n'est pas le cas de son concurrent. Bien, messieurs, j'ai remarqué, monsieur Séguin, et c'est Patricia qui me faisait remarquer que ça fait à 2 reprises, vous dites, je suis d'accord avec monsieur Chevènement, ça nous a un peu... Il a failli le dire aussi, il l'a dit au moins une fois. Ah, voilà, Alors vous avez cité François Mitterrand. Non, c'est pas ce coup-là. Vous pourriez travailler ensemble? Vous pourriez travailler ensemble dans un même gouvernement? Quel serait le Premier ministre qui aurait cette idée-là? Bah écoutez, alors s'il Voilà, se présente... le problème. Alors s'il se Et présente... s'il l'avait Bah écoutez, pour l'instant ça les fait sourire. Merci messieurs en tout cas de votre présence et d'avoir respecté la règle du jeu.